Nous savons aujourd'hui que l'apprentissage, c'est une question de stimulation du cerveau, d'intégration dans le cerveau, non seulement d'informations, mais surtout de structure, de lien entre ces informations. Alors, les étudiants ou toute personne avec qui nous parlons ont déjà fait des liens entre différentes informations dans leur tête. Ils ont créé différents concepts, ils se rapportent à certains principes, mais je ne peux pas savoir comment la tête ou les neurones dans la tête de mes étudiants sont organisés. Alors, il faut trouver un moyen pour que cette organisation-là s'exprime. Parce que l'enseignement, c'est la coopération avec les étudiants pour qu'ils structurent, qu'ils organisent les informations dans leur cerveau. Alors, comment je vais faire ça si je n'ai pas d'accès direct à l'organisation cérébrale? Alors, je dois trouver des moyens pour avoir un accès indirect. Alors, ce moyen d'accès indirect, on l'appelle la carte conceptuelle ou le schéma des concepts ou en anglais le concept mapping. Donc, j'amène les étudiants à exprimer comment les pensées sont organisées dans leur cerveau. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais soumettre une question ou un thème aux étudiants et je vais leur demander d'exprimer sous forme de schéma, sous forme d'organisation conceptuelle, sous forme de logigramme, les liens entre une série d'informations liées à cette question. Alors, ça nous donne un résultat comme le schéma que vous avez au tableau qui explique ce qu'est la carte conceptuelle. Il est très important de faire aux étudiants, en groupe ou individuellement, une carte de concept, parce que je vais la comparer par la suite à une carte conceptuelle correspondant aux connaissances et aux concepts que nous avons maintenant par rapport à une série d'éléments ou pour répondre à une question. Alors, je dois avoir sur une feuille de bloc-notes géant, sur un support quelconque, le résultat du travail des étudiants qui ont essayé de répondre à la question en créant un schéma de concept. Je dois donc avoir une question de départ. Une fois cette question donnée, je dois leur demander d'intégrer nécessairement dans leur concept une série de mots, une série de concepts. Alors, par exemple, ici, je leur demande de faire un schéma de concept qui intègre croissance, développement, programmation génétique, potentiel, éducation, société, enseignement, intelligence, maturité. Et donc, ce sont ces mots que les étudiants seront appelés à intégrer à faire des liens entre ces éléments-là. Alors, ils vont produire une organisation logique, ils vont produire un schéma, ils vont produire un diagramme, ils vont produire quelque chose qui fait des liens entre l'ensemble des mots que je leur ai demandé d'intégrer. Par la suite, je vais moi-même, donc une fois qu'ils ont fait ce travail, je vais moi-même créer avec eux un schéma de concept. Alors, je vais d'abord leur montrer comment il y a une différence et il y a un lien entre la croissance et le développement. Ce sont les deux premiers concepts dans le schéma que je vais construire qui doivent apparaître. Même si eux ont commencé leur schéma avec d'autres concepts, moi, je les amène à voir que ce sont les deux concepts premiers à mettre en relation. Donc, je vais définir la croissance
en fonction de ce processus qui nous fait passer de l'œuf au cadavre, c'est-à-dire de l'œuf au zygote, au fœtus, au bébé. Donc, on appelle croissance l'ensemble des phases du changement biologique chez l'humain. Et le développement, lui, je vais leur indiquer qu'il se situe dans différents domaines de la personne. Donc, le domaine physique, il y a donc un développement physique, il y a un développement intellectuel, un développement moral, un développement religieux. Donc, ce développement, il se fait toujours dans un même sens, c'est-à-dire on passe de la dépendance à l'autonomie, du cri à l'expression verbale, de l'ignorance au savoir, de la maladresse à la dextérité. Donc, vous voyez, c'est ce mouvement de développement. Quand on compare les choses, la croissance, elle est programmée génétiquement. On ne peut pas y échapper. On ne devient pas un adulte avant d'avoir été un bébé. Donc, la programmation, elle est contrôlée par la génétique. C'est donc un incontournable. On ne peut pas changer le processus de croissance. Mais c'est ce processus qui nous donne un potentiel. Alors, ce potentiel, au niveau du bébé, n'est pas le même qu'au niveau de l'adulte, ou au niveau du pubère, ou au niveau du vieillard. Donc, je dois tenir compte de ce potentiel, mais qui est fourni par la programmation génétique. Le développement, lui, il est contrôlé, non pas de façon programmée, mais c'est grâce à un processus qu'on appelle l'éducation. Alors, qu'est-ce que l'éducation? L'éducation, c'est le processus d'influence de la croissance. On influence la croissance. Alors, tous les petits deviennent grands, mais tous les petits ignorants ne deviennent pas des grands savants. Donc, c'est l'éducation qui va orienter la croissance, qui va faire en sorte que, au cours de la croissance, il y aura un ajout de certaines caractéristiques qui, normalement, ne se seraient pas posées. Donc, le développement, il est de l'ordre facultatif. C'est facultatif. On n'est pas obligé d'être éduqué. C'est facultatif. Mais c'est incontournable de grandir. C'est incontournable de devenir un vieillard, parce que si c'était incontournable, je n'aurais pas mon âge. Je retournerais à 15 ans. Impossible. Donc, l'éducation, elle est facultative. Et elle va définir le niveau d'épanouissement personnel. Parce que les individus ne vont pas automatiquement ou nécessairement atteindre le maximum du développement dans tous les secteurs. Il se peut que quelqu'un soit physiquement déficient, alors qu'intellectuellement, il sera très développé. Donc, par rapport au développement, j'aurai une dépendance plus ou moins grande ou une autonomie plus ou moins grande. J'aurai des moyens d'expression plus ou moins justes, un savoir plus ou moins grand. Donc, dans l'aspect du développement, comme ce n'est pas obligatoire, il y aura toujours des divergences entre les différents niveaux. Il suffit de penser au professeur Hodgkin qui physiquement était handicapé, mais intellectuellement était un génie. Donc, c'est sûr que physiquement, il n'aurait pas gagné le concours de Monsieur Univers. Par ailleurs, au niveau intellectuel, il était vraiment reconnu comme un très grand savant. Donc, vous voyez, on a créé cette carte qui met en parallèle croissance et développement, programmation et éducation, incontournable et facultatif, le potentiel avec l'épanouissement. C'est le schéma que j'aurais créé avec les étudiants. Ce schéma, il est comparé avec les schémas de mes sous-groupes ou que mes étudiants auront fait. Je peux aussi utiliser la même technique pour... Donc, vous voyez ici, j'avais oublié cette phase, donc croissance, maturité et décroissance.
alors qu'au niveau de l'éducation, les possibilités sont indéterminées. On peut continuer à apprendre et à se développer jusqu'à un âge très avancé. Donc, je me retrouve avec des cartes conceptuelles produites par les étudiants qui expriment leur conception spontanée. Qu'est-ce qu'ils pensaient de la croissance, du développement, de l'éducation, etc. Là, maintenant, j'ai un schéma qui se veut scientifique, c'est-à-dire comment on arrive à mettre en lien, à mettre en rapport ces éléments-là d'un point de vue scientifique. Je vais comparer avec les schémas des étudiants. Je peux utiliser ce schéma donc, pour arriver à donner des définitions aux étudiants et ensuite pour définir quelles seront les composantes de l'éducation. Alors, puisque dans mon schéma, j'avais éducation, je peux ensuite préciser les éléments d'éducation. Donc, tous les éléments qui touchent la société de l'esprit, les éléments qui touchent la société de l'intelligence et les éléments qui touchent la société de la compétence. Et ensuite, je vais aborder avec eux comment ces différentes sociétés s'intègrent et où se situe l'enseignement. Le schéma de concept est donc un outil que je peux utiliser au début d'un cours, initialement, un outil que je peux utiliser pour construire progressivement les éléments de mon cours et un outil que je peux utiliser à la fin du cours comme synthèse de l'ensemble des éléments qui ont été abordés. Alors, le schéma de concept est vraiment un outil non seulement pour voir comment les étudiants comprennent les choses, mais aussi pour présenter une vision plus scientifique, différente des phénomènes. C'est une technique qui est utilisée dans toutes les disciplines, puisque dans toutes les disciplines, l'étudiant a à mettre ensemble, à faire des liens, à structurer sa pensée avec des concepts. Alors, peu importe la nature des concepts, la technique peut être toujours utilisée, peut être toujours la même. C'est une technique qui est fort intéressante parce qu'elle permet de voir l'évolution des liens que les étudiants font entre les connaissances. Or, dans l'enseignement traditionnel, on livrait les informations aux étudiants en pensant que le cerveau, naturellement, allait bien classer les choses, allait faire des liens. Alors qu'on sait très bien, avec l'approche cognitive actuellement, que ces liens ne se font pas naturellement. Ils se font avec l'aide d'un spécialiste, ils se font avec l'aide d'un professeur. Donc, enseigner, c'est coopérer avec une personne à mettre de l'ordre dans les informations contenues dans son cerveau, de manière à ce que les liens qui sont faits soient des liens scientifiquement acceptables. Alors que si je laisse aller la nature, si je laisse aller les choses, les étudiants peuvent faire toutes sortes de liens, toutes sortes d'organisations dans leur tête, mais qui ne sont pas des organisations efficaces pour faire face à la réalité. Alors qu'en leur proposant des structures plus claires, mieux adaptées à la connaissance que nous avons aujourd'hui, on arrive à aider ou à collaborer avec les étudiants à la clarification des concepts, à la mise en rapport de certains éléments. Alors, on fait des liens, on met ensemble ce qui va ensemble. Parce que si je laisse les étudiants, ce n'est pas évident qu'ils vont faire ces liens. Alors, le concept mapping ou la carte conceptuelle est vraiment un outil qui me permet non seulement d'aller voir comment mes étudiants pensent, mais aussi de structurer progressivement leur pensée en leur soumettant un ensemble de liens, de rapports qu'ils n'auraient pas fait s'ils avaient été laissés à eux-mêmes. Alors, l'enseignement tire un grand profit de l'usage de cette technique dans tous les cours.